Bonjour et bienvenue, voici notre tour d'horizon économique, géopolitique et boursier. Nous sommes le vendredi 10 mars pour comprendre comment tourne la planète lorsqu'elle tourne autour d'une croissance à crédit. C'est sur la bourse au quotidien et nulle part ailleurs, et l'épisode du jour s'intitulera avec Trump. Il est souvent question de mur, mais cette fois-ci, ce sera celui de la dette. Et oui, puisque le 15 mars, mercredi prochain, le Congrès américain va devoir se prononcer, soit en faveur d'une extension du plafond de la dette, qui aura atteint très exactement 20 000 milliards, soit autoriser l'expansion, parce que sinon on aura un shutdown des services fédéraux, mais avec une forte limitation de l'accroissement de la dette. Or, en l'espace d'un an, on est passé de 19 000 à 20 000 milliards. Enfin, c'était même pas 19 000, hein. Fin 2015, c'était quelque chose comme 18 900. Donc, cette dette a crû de plus de 5% en l'espace d'un an. Et la croissance américaine, elle a crû de combien? 1,5, 1,6, 1,7, 1,3 selon la Fed d'Atlanta, selon ses dernières projections pour 2017. Bon allez, on va retenir un niveau médian de 1,6. Comme ça, tout le monde sera content. Le Japon est à 1,6, prévision officielle, non réalisée, mais c'est toujours une référence. En Europe, on est à 1,7. On est un petit peu en dessous, au sud de l'Europe, on va dire qu'on est à 1,6. Donc si vous avez une dette qui croît de plus de 5% et que vous avez une croissance de 1,6, ça veut dire quoi? Eh bien que vous investissez 4, alors 4 euros, 4 dollars, 4 yens, 4 yuan, pour obtenir 1, en l'occurrence dollars, de PIB supplémentaire. Combien de temps peut-on nous dire que tout va bien et que la croissance est de retour et que la croissance est robuste et que cette croissance va perdurer alors que cette croissance est achetée à crédit? Mais c'est même pas acheté à crédit. Si encore on payait la future croissance 1,50$ et qu'au bout d'un an on a effectivement 1,5$ de croissance, bon, on va dire qu'on serait dans quelque chose dans l'ordre du raisonnable. Mais quand on a investi 4 pour obtenir 1, imaginez que vous alliez chez votre banquier et que vous empruntiez une voiture, puis 2 voitures, puis 3 voitures, puis 4 voitures, et qu'à la fin de l'année, vous lui disiez pour l'instant, j'ai juste la capacité d'en rembourser une. Oui, mettez-vous dans la peau d'un loueur de voitures, vous en achetez 4, vous les louez, et à la fin de l'année, vous n'avez engrangé que de quoi rembourser un seul crédit sur une seule voiture. Votre banquier vous dirait, bon, je crois qu'on va arrêter là. Évidemment, un ménage, une entreprise, ce n'est pas un État. Un État ne peut pas faire faillite. Un État peut s'endetter indéfiniment. Et donc la question est de savoir si, effectivement, le 15 mars, le Congrès américain confirmera que les États-Unis peuvent s'endetter indéfiniment et dans des proportions qu'on peut également considérer comme quasi infinies, puisque M. Trump nous promet ni plus ni moins que 1 000 milliards de dépenses supplémentaires qui ne seront pas financées par des recettes fiscales, puisque dans le même temps, il va également alléger les impôts, en tout cas ceux des entreprises, ou des ultra-riches, naturellement, mais les classes moyennes, à quelle sauce vont-elles être mangées? Nous n'en savons rien. D'ailleurs, en France, c'est à peu près la même chose avec nos favoris à la présidentielle. Mais revenons-en donc aux États-Unis. Si le Congrès américain vote une extension à l'infini de la dette, est-ce que les créanciers vont suivre? Je vous parle de créanciers comme par exemple la Chine, qui ralentit ses achats de dette américaine depuis maintenant presque 5 ans. Hein. Ils ont commencé à ralentir en 2012-2013. L'Arabie Saoudite, alors avec un pétrole à 100 dollars le baril et à 50 dollars le baril, c'est pas la même chose du tout. Donc l'Arabie Saoudite achète moins de bons du Trésor. Donc on a des acheteurs qui sont moins présents et on a des États-Unis qui vont vers davantage de dépenses. Comment on fait? Et puis surtout, je vous repose la question, en tant que créancier potentiel des États-Unis,
Est-ce que vous allez prêter maintenant 5 $ pour faire 1 $ de PIB supplémentaire parce que ça vous paraît finalement aussi confortable que de prêter 4 $ pour obtenir 1 $ de PIB ou 3 $, comme c'était le cas il y a 5 ou 6 ans. À partir de quel moment on s'inquiète? Vous pouvez se poser la même question en 2007. La spirale haussière sur l'immobilier semblait infinie. On pensait également pouvoir encaisser 7-8% d'intérêt sur des subprimes sans que derrière il y ait un risque sous-jacent. Tant qu'on y croit, ça va. Et puis quand on cesse d'y croire, ça ne va plus. Alors est-ce qu'on va croire au modèle Trump, c'est-à-dire des dépenses, y compris d'armement, et en face, pas de recettes? Alors si effectivement vous avez un missile américain braqué sur votre banque centrale, ah bah vous allez dire oui finalement je vais peut-être quand même souscrire au bon du trésor américain. Mais enfin bon, à part ce genre de chantage, quel intérêt y a-t-il aujourd'hui à acheter des bons du trésor américains? Alors vous allez me dire, ah le rendement monsieur, le rendement, vous vous rendez compte? On est à moins 0,9 sur des emprunts à 1 an en Allemagne et on nous sert désormais du 2,60 sur du 10 ans américain. Avez-vous regardé le graphique des taux longs américains? Avez-vous identifié ce magnifique canal baissier qui dure depuis maintenant 1981? Et ce canal baissier, on en sort par le haut si le rendement du 10 ans américain franchit le cap des 2,60. On était à 2,58 hier soir. Alors c'est vrai qu'on avait fait une incursion à 2,65 le mi-décembre, mais ça n'avait duré que l'espace d'une matinée aux États-Unis avant qu'on revienne. On va dire que c'était un petit peu une hausse de taux par erreur. Et là, cette fois-ci, on n'est plus dans l'erreur, on est bien dans une tendance, dans un canal qui s'inscrit, canal aussi qui s'inscrit dans un grand canal baissier. Et là, on est sur le point de le franchir par le haut. Si on est à 2,70, 2,80 après le 15 mars, n'oubliez pas que ça joue aussi sur le coût de la dette américaine. C'est pas la même chose de rembourser 20 000 milliards de dettes avec des taux à 1,50, ce qui était le cas encore l'été dernier, et de rembourser à 3%. C'est juste le double, hein, et on n'en est pas loin. 2,63, il ne faudra pas grand-chose pour y arriver, parce que dès qu'on aura percé le sommet du canal, eh bien, immédiatement, on va dire que les algorithmes feront leur travail. Ils auront bien compris qu'on a complètement changé de tendance et de paradigme sur les taux. Et si les taux se mettent à remonter, ça sera inexorablement de la liquidation de T-bonds américains. Alors, vous nous direz, la solution, elle est éprouvée, on l'a déjà mise en pratique de nombreuses fois. Ben, la Fed se remet à imprimer du dollar. Mais si la Fed fait ça, eh bien, je pense qu'on serait bien inspiré de détenir de l'or. Mais vous nous direz, et si les taux montent parce que la Fed ne fait rien, aucun intérêt de détenir de l'or à ce moment-là, autant faire du rendement sur les T-bonds américains. Ouais. Sauf que là, regardez ce qui s'est passé depuis le mois de décembre dernier. La Fed a monté ses taux, l'or avait chuté jusqu'à ce que la Fed confirme. Et puis, dès que la Fed a officialisé le tour de vis, l'or s'est mis à remonter. Pourquoi? Parce qu'on est maintenant dans un contexte reflationniste. Et si la Fed monte ses taux, c'est parce qu'elle veut prévenir le risque d'inflation, donc ce risque existe, et le meilleur hedge, la meilleure couverture contre le risque inflationniste, ça reste l'or. Et surtout, si on se dit qu'en plus de ça, la Fed derrière va être obligée d'imprimer. Donc, quelque part, une hausse de taux ne dissuadera pas les acheteurs d'or. Et si la Fed doit mettre sa politique monétaire en adéquation avec un relèvement à l'infini du plafond de la dette américaine, eh bien c'est qu'on s'en va vers un nouveau QE, c'est-à-dire une nouvelle destruction de la valeur du dollar. Bien sûr, si le dollar se met à rechuter, ça ne sera vraiment pas bon pour la conjoncture en Europe. Mais M. Trump sera très content, lui qui a accusé les Européens d'avoir manipulé leur devise pour l'affaiblir, alors qu'elle s'affaiblit tout simplement parce qu'elle est mal foutue et que structurellement elle n'est pas viable. Donc, M. Trump sera très content de voir le dollar rebaisser.
Et puis les Chinois qui viennent de dire qu'ils vont stabiliser le yuan sur l'année 2017, eux, ils vont certainement pas non plus beaucoup apprécier la farce. Et une des ripostes pourrait consister effectivement à acheter des T-bonds américains, ne serait-ce que pour faire remonter le dollar et gêner donc cette stratégie, ou mettre en échec cette stratégie d'affaiblissement du billet vert. Donc vous voyez, tout est assez complexe, mais enfin, notre conclusion reste la même. Notre CAC 40 franchit les 5000 aujourd'hui, mais retrace son zénith historique via le CAC Global Return. L'Eurostoxx 50 atteint les 3430 et à 3450, là aussi, il rencontre une résistance historique majeure. Donc, restez couverts.